Je m'appelle Carlos, et je vis à Barcelone depuis ma naissance. J'ai toujours été un homme simple, travaillant dur pour gagner ma vie en tant que professeur de lycée. Ma vie a pris un tournant inattendu lorsque j'ai rencontré Elena, la fille d'une des familles les plus influentes de la ville. Malgré nos origines différentes, nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Cependant, cette union n'a jamais été bien vue par sa famille, en particulier par sa mère, Dolores. Dolores Castillo de Vega, ma belle-mère, est une femme imposante, toujours tirée à 4 épingles, avec un regard perçant qui semble pouvoir lire dans votre âme. Depuis le début, elle n'a jamais caché son mépris pour moi, me considérant comme un opportuniste cherchant à profiter de la fortune de sa famille. Nos interactions se limitaient généralement à des échanges glaciaux lors des rares dîners de famille auxquels j'étais convié. C'est pourquoi, ce mardi matin, lorsque mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de Dolores s'afficher sur l'écran, j'ai senti mon cœur s'accélérer. J'ai décroché avec appréhension. « Allô, Dolores » ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Carlos, sa voix était froide comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. J'organise un dîner de famille ce vendredi soir au El Celler de Can Roca à Girona. J'attends de vous voir là-bas à 20h précises. J'ai failli m'étouffer. El Celler de Can Roca était l'un des restaurants les plus exclusifs et renommés d'Espagne, voire du monde. Obtenir une réservation là-bas était presque impossible, même pour les personnalités les plus influentes. Bien sûr, Dolores. C'est très généreux de votre part, ai-je bégayé, pris au dépourvu. Ce n'est pas de la générosité, Carlos. C'est une affaire de famille. Ne soyez pas en retard. Et sur ces mots, elle a raccroché. J'ai passé le reste de la journée dans un état de confusion totale. Pourquoi Dolores m'invitait-elle soudainement à un dîner aussi prestigieux? Était-ce une tentative de réconciliation? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière cette invitation? Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Elena était en voyage d'affaires à l'étranger et ne pouvait pas m'accompagner, ce qui ajoutait à mon anxiété. J'ai passé 1 heure à choisir ma tenue, optant finalement pour mon meilleur costume, un cadeau d'Elena pour notre premier anniversaire de mariage. Le trajet jusqu'à Girona a été un tourbillon de pensées et d'émotions. J'ai essayé de me calmer en écoutant de la musique classique, mais même les douces mélodies de Chopin n'ont pas réussi à apaiser mes nerfs. Lorsque je suis arrivée devant le restaurant, j'ai été immédiatement impressionnée. Le bâtiment, une ancienne ferme rénovée avec goût, dégageait une aura d'élégance et de raffinement. Des voitures de luxe étaient garées devant, témoignant du statut des clients qui fréquentaient cet établissement. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs, contrastant harmonieusement avec l'architecture rustique du bâtiment. L'ambiance était feutrée, avec un éclairage tamisé qui créait une atmosphère intime et chaleureuse. Un maître d'hôtel impeccablement vêtu m'a accueilli à l'entrée. « Bonsoir, monsieur. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît » a-t-il demandé poliment. « Carlos Mendoza. Je suis ici pour le dîner de la famille Castillo de Vega » ai-je répondu, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés à la mention du nom de la famille, et il a immédiatement pris un ton plus déférent. « Bien sûr, monsieur Mendoza. La famille vous attend. Si vous voulez bien me suivre. » Il m'a conduit à travers le restaurant, passant devant des tables où des convives savouraient ce qui semblait être des œuvres d'art culinaire plutôt que de simples plats. L'odeur qui flottait dans l'air était un mélange enivrant d'arômes que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Finalement, nous sommes arrivés à une section privée du restaurant. Là, autour d'une grande table ronde, était assise la famille d'Elena. Dolores était au centre, comme une reine présidant sa cour. À sa droite se trouvait son mari, Antonio, un homme d'affaires prospère qui avait toujours été plus cordial envers moi que sa femme. Les frères et sœurs d'Elena, leurs conjoints, et même quelques cousins étaient présents. Dès que j'ai franchi le seuil de la pièce, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti une vague de malaise me submerger. Les sourires qui m'accueillaient semblaient forcés, presque grimaçants, et les regards étaient froids, calculateurs. Dolores s'est levée, un sourire artificiel plaqué sur son visage. « Ah, Carlos.
Vous êtes finalement arrivé. Son ton suggérait que j'étais en retard, bien que je sois arrivé précisément à l'heure convenue. Bonsoir, Dolores, ai-je répondu en m'approchant pour lui faire la bise, comme le voulait la coutume. Elle s'est raidie à mon contact, se reculant rapidement. Buenas noches, Carlos, a dit Antonio, se levant pour me serrer la main. Son sourire semblait plus sincère, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. J'ai salué le reste de la famille, échangeant des banalités et des sourires forcés. L'atmosphère était tendue, chargée d'une électricité invisible qui me mettait mal à l'aise. Carlos, pourquoi ne vous asseyez-vous pas ici, a suggéré Dolores, indiquant une chaise vide à l'extrémité de la table, loin du reste de la famille. J'ai hésité un moment, surpris par cette disposition. Normalement, lors des rares occasions où j'étais invité à des événements familiaux, j'étais assis à côté d'Elena ou au moins parmi les autres membres de la famille. Cette isolation soudaine m'a fait froncer les sourcils. Je pensais que je pourrais m'asseoir ici, ai-je dit, indiquant une place libre entre deux des frères d'Elena. Le visage de Dolores s'est durci. Non, Carlos. Votre place est là-bas. Nous avons des choses importantes à discuter en famille ce soir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. En famille. L'implication était claire, je n'en faisais pas partie. Résigné, je me suis dirigé vers la chaise désignée. En m'asseyant, j'ai remarqué que mon couvert était différent de celui des autres. Alors que le reste de la table était paré de vaisselle fine et de couverts en argent, mon assiette était simple, presque bon marché en comparaison. Le sommelier s'est approché de la table, présentant une bouteille de vin d'apparence coûteuse. Il a commencé à servir chaque membre de la famille, s'arrêtant net lorsqu'il est arrivé à moi. Il a jeté un regard interrogateur à Dolores, qui a légèrement secoué la tête. Le message était clair, pas de vin pour moi. Le dîner a commencé, et avec lui, une parade de plats plus exquis les uns que les autres. Des amuse-bouches au dessert, chaque assiette était une symphonie de saveurs et de textures. Cependant, je n'ai pu profiter pleinement d'aucun d'entre eux. L'hostilité palpable de la famille, les regards en coin et les chuchotements ont transformé ce qui aurait dû être une expérience gastronomique exceptionnelle en une épreuve de patience et d'endurance. La conversation à la table principale était animée, ponctuée de rires et d'exclamations d'appréciation pour la nourriture. De temps en temps, quelqu'un me jetait un regard, comme pour s'assurer que j'étais toujours là, isolé dans mon coin. Vers la fin du repas, alors que le dessert était servi, Dolores s'est levée, son verre de vin à la main. Le silence est tombé sur la table. « Chers membres de la famille, a-t-elle commencé, sa voix portant dans toute la pièce. Je voudrais porter un toast. À notre succès continu, à notre unité en tant que famille, et à notre capacité à reconnaître et à éliminer les éléments indésirables qui menacent notre harmonie. » Ses yeux se sont fixés sur moi à ces derniers mots, et j'ai senti mon cœur se serrer. Le reste de la famille a levé ses verres, murmurant des « saluts » tandis que je restais là, les mains vides et le cœur lourd. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette invitation n'était pas une tentative de réconciliation. C'était une humiliation publique, une façon de me montrer clairement que je n'appartenais pas à ce monde, à cette famille. Alors que le dîner touchait à sa fin et que les conversations se faisaient plus animées sous l'effet du vin, je me suis retrouvée à contempler ma situation. Comment en étais-je arrivé là? Comment l'amour que je partageais avec Elena avait-il pu conduire à une telle hostilité? Et surtout, que allait-il se passer ensuite? Alors que le dîner touchait à sa fin, je sentais le poids des regards hostiles peser sur moi. L'ambiance était lourde, chargée d'une tension palpable qui semblait prête à exploser à tout moment. C'est alors que Dolores se leva de nouveau, son verre de vin à la main. Son regard perçant se posa sur moi, et je sus instantanément que le pire était à venir. « Carlos, dit-elle d'une voix mielleuse qui ne présageait rien de bon, pourquoi ne nous rejoindriez-vous pas à la table principale? Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Le cœur battant, je me suis levée de ma chaise isolée et me suis approchée de la table où le reste de la famille était assis. Tous les yeux étaient rivés sur moi, certains avec curiosité, d'autres avec un mépris à peine voilé. Dolores fit un geste théâtral de la main, m'invitant à m'asseoir sur une chaise qu'on venait d'ajouter à l'extrémité de la table. Je m'y suis installée, mal à l'aise,
sentant que j'étais sur le point d'être jugé par un tribunal familial impitoyable. Carlos, commença Dolores, sa voix dégoulinante d'un faux miel, cela fait maintenant 2 ans que vous avez épousé notre chère Elena. 2 longues années pendant lesquelles nous avons observé votre comportement. Elle fit une pause dramatique, balayant du regard les autres membres de la famille qui hochaient la tête en signe d'approbation. Et force est de constater, poursuivit-elle, son ton devenant plus dur, que vous n'êtes rien d'autre qu'un parasite qui s'accroche à notre famille pour son propre bénéfice. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. J'ouvris la bouche pour protester, mais Dolores leva la main pour me faire taire. Non, ne dites rien. Nous savons tous que vous n'avez épousé Elena que pour son argent et son statut social. Un simple professeur de lycée comme vous, qui n'a jamais rien accompli de remarquable dans sa vie, n'aurait jamais pu aspirer à une telle union sans des motivations cachées. Je sentis la colère monter en moi, mêlée à un profond sentiment d'injustice. Comment osez-vous, ai-je finalement réussi à articuler. J'aime Elena sincèrement. L'argent n'a jamais été un facteur dans notre relation. Dolores éclata d'un rire froid qui glaça l'atmosphère déjà tendue. Oh, Carlos, vous êtes vraiment un bon acteur. Mais nous ne sommes pas dupes. Regardez autour de vous. Elle fit un geste englobant le restaurant luxueux. Tout ceci, c'est un monde auquel vous n'appartenez pas. Un monde que vous ne pourriez jamais vous offrir avec votre maigre salaire d'enseignant. Avouez-le, vous vous êtes dit que c'était votre chance de sortir de votre médiocrité, n'est-ce pas? Les autres membres de la famille murmuraient entre eux, certains acquiesçant aux paroles de Dolores, d'autres semblant mal à l'aise face à cette confrontation publique. Antonio, le père d'Elena, intervint alors d'une voix calme mais ferme. Carlos, nous avons toujours eu des doutes sur vos intentions. Elena est une jeune femme brillante avec un avenir prometteur. Nous craignons que votre présence dans sa vie ne la freine, ne l'empêche d'atteindre son plein potentiel. Je n'en croyais pas mes oreilles. Même Antonio, qui avait toujours semblé plus ouvert à mon égard, participait à cette mascarade. Je n'ai jamais rien fait pour empêcher Elena de réussir, ai-je protesté, la voix tremblante d'émotion. Au contraire, je l'ai toujours soutenue dans ses projets, ses ambitions. Là oui, intervint Sofia, la sœur aînée d'Elena. Et comment expliquez-vous qu'elle ait refusé ce poste à New York l'année dernière? Une opportunité en or qu'elle a laissé passer, et pourquoi? Parce que monsieur ne voulait pas quitter son petit confort à Barcelone. Je me souvenais parfaitement de cet épisode. Elena avait effectivement reçu une offre alléchante d'une grande entreprise à New York, mais après en avoir longuement discuté ensemble, nous avions décidé que ce n'était pas le bon moment pour un tel déménagement. C'était une décision mutuelle, pas quelque chose que je lui avais imposé. C'était notre décision à tous les deux, ai-je expliqué, essayant de garder mon calme. Elena avait ses propres réserves concernant ce poste, ce n'était pas uniquement à cause de moi. Mais mes protestations semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. La famille avait visiblement déjà son opinion faite sur moi, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait cela. Dolores reprit la parole, son ton devenant de plus en plus venimeux. Vous voyez, Carlos, c'est exactement ce dont nous parlons. Vous avez une influence néfaste sur notre Elena. Vous la tirez vers le bas, l'empêchez de briller comme elle le devrait. Elle fit une pause, puis ajouta avec un sourire malveillant, mais ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé une solution à ce problème. Mon cœur se serra. Que avait-il prévu? Un divorce forcé? Une offre d'argent pour que je disparaisse de la vie d'Elena? Voici ce qui va se passer, poursuivit Dolores, sa voix dure comme l'acier. Vous allez rester ici, à cette table, pendant que nous partons. Et vous allez payer l'intégralité de l'addition. Je restai bouche bée face à cette déclaration. L'addition d'un tel repas, dans l'un des restaurants les plus prestigieux d'Espagne, pour une douzaine de personnes, devait être astronomique. Bien au-delà de mes moyens. C'est absurde, balbutiai-je. Je ne peux pas payer une telle somme. C'est impossible. Dolores haussa les épaules avec une indifférence feinte. Oh, mais c'est votre problème, pas le nôtre. Considérez cela comme une leçon, Carlos. Une leçon sur ce qui arrive quand on essaie de s'élever au-dessus de sa condition. Elle se tourna vers le reste de la famille. Là, allons-y, nous en avons fini ici.
Un, les membres de la famille se levèrent, me jetant des regards mêlés de mépris et de pitié. Certains semblaient mal à l'aise face à cette situation, mais personne n'osa s'opposer à Dolores. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Dolores se pencha vers moi, murmurant d'une voix à peine audible, « Une sangsue comme vous n'a pas sa place dans notre famille. Restez ici et payez la note. C'est le moins que vous puissiez faire après avoir profité de nous pendant si longtemps. » Et sur ces mots, ils partirent, me laissant seul à la grande table, abasourdi et humilié. Je restai là, immobile, pendant ce qui me sembla une éternité. Les autres clients du restaurant me jetaient des regards curieux, se demandant probablement ce qui avait pu se passer pour qu'un homme soit ainsi abandonné au milieu d'un repas. Le maître d'hôtel s'approcha, l'air inquiet. « Monsieur, est-ce que tout va bien ? Votre famille ? » « Ils sont partis, ai-je répondu d'une voix étranglée. « Ils m'ont laissé ici pour payer l'addition. » Le maître d'hôtel parut choqué. « Je vois. Souhaitez-vous que je vous apporte l'addition maintenant ? » J'ai hoché la tête, résigné. Quelques minutes plus tard, il revint avec un petit plateau d'argent sur lequel reposait un morceau de papier. Avec appréhension, je le saisis et jetai un œil au montant. Mon cœur manqua un battement. Le chiffre qui s'étalait devant moi était astronomique, bien au-delà de ce que je gagnais en plusieurs mois. Comment pourrais-je jamais payer une telle somme ? Paniqué, je sortis mon téléphone, les mains tremblantes. Je devais appeler Elena, lui expliquer la situation. Mais alors que je composais son numéro, une pensée me frappa, et si elle était au courant ? Et si elle avait approuvé ce plan cruel orchestré par sa mère ? Non, me dis-je. Elena n'aurait jamais cautionné une telle humiliation. Elle m'aimait, j'en étais certain. Notre amour était réel, peu importe ce que sa famille pouvait en penser. Alors que je réfléchissais frénétiquement à une solution, une idée me vint soudain à l'esprit. Une idée folle, désespérée, mais qui pourrait peut-être me sortir de cette situation cauchemardesque. Je me souvins de mon ami d'enfance, Javier. Nous avions grandi ensemble dans les rues de Barcelone, partageant nos rêves et nos espoirs. La vie nous avait séparés, mais nous étions restés en contact. Et Javier avait réussi, très bien réussi même. Il était devenu un critique gastronomique renommé, travaillant pour le prestigieux guide Michelin. Les mains tremblantes, je composais son numéro. Chaque sonnerie semblait durer une éternité. Finalement, j'entendis sa voix familière. « Javier, dis-je, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. J'ai besoin de ton aide. Je suis dans une situation désespérée. » Rapidement, je lui expliquai la situation, le dîner, l'humiliation, l'addition astronomique que je ne pouvais pas payer. Javier m'écouta en silence, puis poussa un long soupir. « Carlos, mon ami, dit-il enfin. Ce que ta belle famille t'a fait est inacceptable. Attends-moi là, je vais arranger ça. » Le soulagement m'envahit, mêlé d'une pointe d'appréhension. Que allait faire Javier ? Comment pourrait-il résoudre cette situation impossible ? Alors que j'attendais, perdu dans mes pensées, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux événements de la soirée. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point ? Comment la famille d'Elena pouvait-elle me traiter avec un tel mépris, une telle cruauté ? Je me sentais humilié, brisé, mais aussi en colère. En colère contre Dolores et sa famille pour leur comportement odieux, mais aussi en colère contre moi-même pour avoir laissé les choses en arriver là. J'aurais dû tenir tête à Dolores depuis longtemps, j'aurais dû. Mes réflexions furent interrompues par l'arrivée précipitée du gérant du restaurant. Il courait presque, le visage pâle et en sueur. Derrière lui, je vis le maître d'hôtel, l'air tout aussi paniqué. Que se passait-il ? Qu'avait fait Javier ? Le gérant du restaurant, un homme d'une cinquantaine d'années au costume impeccable, s'arrêta net devant ma table. Son visage était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il prit une profonde inspiration avant de s'adresser à moi d'une voix tremblante. « Monsieur Mendoza, je vous prie d'accepter nos plus sincères excuses pour ce malentendu. Nous sommes profondément navrés de la situation. » Je le regardai, abasourdi. Que se passait-il ? Il y a quelques minutes à peine, j'étais un paria abandonné par sa belle famille, incapable de payer une addition astronomique. Et maintenant, le gérant du restaurant s'excusait auprès de moi.
Je ne comprends pas, balbutiai-je, encore sous le choc des événements de la soirée. Le gérant jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de se pencher vers moi, baissant la voix. Monsieur Mendoza, nous venons de recevoir un appel de Monsieur Javier Torres, l'inspecteur du guide Michelin. Il nous a informé de votre statut. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Javier avait agi rapidement, mais qu'avait-il bien pu dire pour provoquer une telle réaction? Mon statut, répétai-je, essayant de garder une expression neutre malgré ma confusion. Oui, votre statut de critique gastronomique influe, murmura le gérant, comme s'il craignait d'être entendu. Nous sommes absolument mortifiés que vous ayez été traité de cette manière dans notre établissement. Ce n'est pas du tout représentatif de nos standards de service. Je restai bouche bée pendant quelques secondes, réalisant soudain ce que Javier avait fait. Il avait utilisé sa position et son influence pour me faire passer pour un critique gastronomique important. C'était un mensonge, bien sûr, mais un mensonge qui venait potentiellement de me sauver d'une situation désastreuse. Je vois, dis-je finalement, décidant de jouer le jeu, et que proposez-vous pour remédier à cette situation regrettable? Le gérant se redressa, l'air soulagé que je sois disposé à discuter. Et bien sûr. Tout d'abord, permettez-moi de vous assurer que l'intégralité de votre repas sera offert par la maison. C'est le moins que nous puissions faire après un tel désagrément. J'acquiesçai lentement, sentant un immense poids se lever de mes épaules. L'addition astronomique qui m'avait tant angoissé quelques minutes plus tôt venait d'être effacée d'un coup. De plus, poursuivit le gérant, nous aimerions vous offrir un dessert spécial, préparé personnellement par notre chef étoilé. C'est une création unique qu'il réserve habituellement à nos clients les plus prestigieux. C'est très aimable à vous, répondis-je, essayant de maintenir une façade de calme et de professionnalisme malgré le tourbillon d'émotions qui me submergeait. Le gérant fit un signe au maître d'hôtel, qui s'empressa de disparaître en direction des cuisines. Quelques minutes plus tard, il revint avec une assiette magnifiquement dressée. Le dessert était une véritable œuvre d'art, une sphère en chocolat noir brillant, décorée de feuilles d'or, reposant sur un lit de crumble aux fruits rouges. Voici notre sphère d'or, Monsieur Mendoza, annonça fièrement le gérant. Une création exclusive de notre chef, Joan Roca. Le chocolat noir est fourré d'une mousse légère à la vanille de Madagascar et d'un cœur coulant de fruits de la passion. Le tout est accompagné d'une glace au basilic et d'une réduction de vinaigre balsamique âgé de 25 ans. Je contemplais le dessert, impressionné malgré moi par sa beauté et son raffinement. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé goûter une telle création culinaire. Alors que je m'apprêtais à entamer le dessert, le gérant reprit la parole, l'air toujours aussi nerveux. Monsieur Mendoza, nous espérons sincèrement que cet incident n'affectera pas votre jugement sur notre établissement. El Celler de Can Roca a toujours été fier de son service impeccable et de sa cuisine innovante. Ce qui s'est passé ce soir est une aberration, je peux vous l'assurer. Je levai les yeux vers lui, réalisant soudain le pouvoir que je détenais dans cette situation. Un mot de ma part, ou plutôt de la part du critique gastronomique qu'il pensait que j'étais, pourrait potentiellement affecter la réputation de ce restaurant de renommée mondiale. Je comprends, dis-je lentement, savourant chaque mot. Et je dois admettre que votre réaction face à cette situation a été exemplaire. Vous avez su gérer une crise avec professionnalisme et rapidité. Le soulagement sur le visage du gérant était palpable. Merci, Monsieur Mendoza. Nous faisons toujours de notre mieux pour satisfaire nos clients, surtout ceux aussi distingués que vous. Alors que je dégustais le dessert exquis, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Il y a quelques heures à peine, j'étais traité comme un paria par ma belle famille, considéré comme indigne de partager leur table. Et maintenant, j'étais traité comme un VIP, dégustant un dessert exclusif que même les membres de la haute société n'avaient probablement jamais goûté. Le contraste était saisissant, presque vertigineux. Je me demandais ce que penserait Dolores si elle pouvait me voir en ce moment, savourant ce dessert de luxe alors qu'elle avait voulu m'humilier en me laissant avec une addition impossible à payer. Mais au milieu de cette satisfaction, une pensée troublante me vint à l'esprit. Tout ceci n'était qu'un mensonge. Je n'étais pas un critique gastronomique influ. Je n'étais qu'un simple professeur de lycée qui avait eu la chance d'avoir un ami bien placé. Cette réalisation me fit prendre conscience de la fragilité de ma situation.
Que se passerait-il si la vérité éclatait? Si le restaurant découvrait que j'étais un imposteur? Les conséquences pourraient être désastreuses, non seulement pour moi mais aussi pour Javier qui avait risqué sa réputation pour m'aider. Alors que ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit, mon téléphone vibra. C'était un message de Javier. Tout est arrangé. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Profite de ton dessert et rentre chez toi tranquillement. On parlera demain. Je poussai un soupir de soulagement. Javier avait vraiment pensé à tout. Mais je savais que cette conversation de demain ne serait pas facile. Comment pourrais-je jamais le remercier pour ce qu'il avait fait? Et comment allions-nous gérer les retombées potentielles de cette supercherie? Le gérant revint vers moi alors que je finissais mon dessert. J'espère que tout était à votre goût, monsieur Mendoza, dit-il, l'anxiété toujours perceptible dans sa voix. C'était exquis, répondis-je sincèrement. Le dessert avait été une expérience gustative extraordinaire, probablement la meilleure de ma vie. Nous en sommes ravis, sourit le gérant. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous? Je réfléchis un instant. Une partie de moi voulait prolonger ce moment, profiter encore un peu de ce traitement de faveur. Mais je savais que plus je resterais, plus les risques de me trahir augmenteraient. Non, je vous remercie, dis-je finalement. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Le gérant hocha la tête. Bien sûr, monsieur Mendoza. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à la sortie. Alors que nous traversions le restaurant, je ne pus m'empêcher de remarquer les regards curieux des autres clients. Qui était cet homme ordinaire que le gérant traitait avec tant de déférence? Je me sentais comme un imposteur, un sentiment à la fois grisant et terriblement inconfortable. À la porte du restaurant, le gérant me serra la main avec enthousiasme. Encore une fois, monsieur Mendoza, nous sommes profondément désolés pour les désagréments de ce soir. Nous espérons sincèrement que vous nous donnerez une autre chance de vous impressionner lors de votre prochaine visite. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour répondre. Comment pouvais-je lui dire qu'il n'y aurait probablement pas de prochaine visite? Que je n'étais qu'un imposteur qui avait eu la chance incroyable de s'en sortir ce soir? Alors que je m'éloignais du restaurant, je sentis un mélange d'émotions me submerger. Le soulagement d'avoir échappé à une situation financière désastreuse. La colère envers ma belle famille pour leur traitement cruel. La gratitude envers Javier pour son intervention salvatrice. Et une profonde confusion quant à ce que l'avenir me réservait. Je savais que cette soirée allait changer beaucoup de choses. Ma relation avec Elena, ma place dans sa famille, ma propre perception de moi-même, tout avait été bouleversé en l'espace de quelques heures. Alors que je marchais dans les rues de Girona, me dirigeant vers la gare pour prendre le train de retour vers Barcelone, je ne pouvais m'empêcher de me demander, qu'est-ce que le lendemain allait m'apporter? Comment allais-je gérer les conséquences de cette soirée extraordinaire? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment de malaise. Les événements de la veille tourbillonnaient dans mon esprit, créant un mélange confus d'émotions, soulagement, colère, gratitude et appréhension. Je savais que cette journée allait être cruciale pour démêler les conséquences de cette soirée extraordinaire. À peine avais-je ouvert les yeux que mon téléphone sonna. C'était Javier. Carlos, mon ami, sa voix était tendue, même à travers le téléphone. Comment te sens-tu ce matin? Honnêtement, Javier? Je ne sais pas trop, répondis-je en me frottant les yeux. Tout semble si irréel. Je comprends, dit-il doucement. Écoute, nous devons parler. Pouvons-nous nous rencontrer dans 1 heure au café de la Plaza? C'est important. J'acquiesçai, même si je savais qu'il ne pouvait pas me voir. D'accord, je serai là. 1 heure plus tard, j'étais assis à une table du café de la Plaza, sirotant nerveusement un café noir. Javier arriva quelques minutes plus tard, l'air fatigué mais déterminé. Carlos, dit-il en s'asseyant en face de moi, nous avons un problème. Mon cœur se serra. Que se passe-t-il? Javier prit une profonde inspiration. Le restaurant a appelé mon bureau ce matin. Il voulait vérifier ton statut de critique gastronomique. Je sentis le sang quitter mon visage. Oh non. Que as-tu dit? J'ai improvisé, répondit Javier en se frottant le front.
J'ai dit que tu étais un nouveau collaborateur freelance, que nous évaluions pour un poste permanent. Ça a semblé les satisfaire pour le moment, mais ça ne tiendra pas longtemps, terminai-je pour lui. Javier hocha la tête gravement. Exactement. Carlos, je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. J'ai agi sur l'impulsion du moment, je voulais t'aider. Je levai la main pour l'interrompre. Ne t'excuse pas, Javier. Tu m'as sauvé hier soir. Sans toi, je serais probablement en train de négocier un plan de remboursement avec le restaurant en ce moment même. Un faible sourire apparut sur le visage de Javier. C'est ce que font les amis, non? Mais maintenant, nous devons trouver une solution à long terme. Nous passâmes l'heure suivante à discuter de diverses options, pesant le pour et le contre de chaque scénario. Finalement, nous convînmes qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, dire la vérité. Ça va être dur, dit Javier, mais c'est la seule façon de sortir de ce pétrin avec un semblant de dignité. J'acquiesçai, sentant un mélange de peur et de soulagement à l'idée de mettre fin à ce mensonge. Tu as raison. Mais comment allons-nous procéder? Javier réfléchit un moment. Je vais appeler le gérant du restaurant et lui demander de nous rencontrer. Nous expliquerons la situation ensemble. C'est le moins que je puisse faire après t'avoir mis dans cette position. Quelques heures plus tard, nous étions de retour à El Celler de Can Roca, assis dans le bureau du gérant, Alfonso Martinez. L'homme semblait confus et légèrement irrité par notre présence inattendue. « Messieurs, commença-t-il, que me vaut le plaisir de cette visite surprise ?» Javier et moi échangeâmes un regard. C'était le moment de vérité. « Monsieur Martinez, commençai-je, la gorge serrée, nous sommes ici pour vous présenter nos excuses et vous dire la vérité. » Le visage d'Alfonso se durcit. « La vérité? À quel sujet exactement ?» Je pris une profonde inspiration et me lançai dans le récit des événements de la veille. Je lui parlais de ma belle famille, de leur traitement cruel, de l'addition astronomique qu'ils m'avaient laissée. Je lui expliquai comment, désespéré, j'avais appelé Javier à l'aide, et comment celui-ci avait improvisé le mensonge sur mon statut de critique gastronomique. Au fur et à mesure que je parlais, je vis le visage d'Alfonso passer de la confusion à la colère, puis à une sorte de compréhension résignée. Quand j'eus fini, un silence pesant s'installa dans la pièce. Alfonso nous regarda tour à tour, ses yeux reflétant un mélange complexe d'émotions. Finalement, il prit la parole. « Je dois admettre que c'est une histoire assez extraordinaire. Et je suppose que je devrais être furieux contre vous pour cette supercherie. » Javier et moi retînmes notre souffle, attendant la sentence. Mais à notre grande surprise, Alfonso laissa échapper un petit rire. « Cependant, je dois avouer que je suis plutôt impressionné par votre honnêteté. Vous auriez pu continuer ce mensonge, profiter des avantages qu'il vous offrait. Mais vous avez choisi de venir me dire la vérité. Cela demande du courage. » Je sentis un immense soulagement m'envahir. « Merci pour votre compréhension, Monsieur Martinez. Je suis vraiment désolé pour tout cela. » Alfonso hocha la tête. « Je comprends que vous étiez dans une situation difficile. Ce que votre belle famille vous a fait est inexcusable. Cependant, je ne peux pas ignorer complètement cette tromperie. » Il se tourna vers Javier. « Monsieur Torres, j'espère que vous comprenez que cet incident pourrait avoir des répercussions sur votre crédibilité en tant qu'inspecteur du guide Michelin. » Javier acquiesça gravement. « Je suis pleinement conscient des conséquences potentielles de mes actes, Monsieur Martinez. Je suis prêt à en assumer l'entière responsabilité. » Alfonso sembla réfléchir un moment, puis soupira. « Voici ce que nous allons faire. Monsieur Mendoza, vous allez payer l'addition de votre repas d'hier soir, mais au tarif normal, sans les extras que nous avons ajoutés en pensant que vous étiez un critique. Monsieur Torres, je ne rapporterai pas cet incident au guide Michelin, mais j'attends de vous une évaluation juste et impartiale de notre établissement à l'avenir. » Javier et moi échangeâmes un regard soulagé. C'était bien plus que ce que nous avions osé espérer. « Merci, Monsieur Martinez, dis-je sincèrement. Votre générosité est vraiment... » Mais Alfonso m'interrompit d'un geste de la main. « Ne me remerciez pas encore, Monsieur Mendoza. J'ai une condition supplémentaire. » Je retins mon souffle.
Laquelle? Un sourire malicieux apparut sur le visage d'Alfonso. Je veux rencontrer votre belle-mère. Je le regardai, stupéfait. Ma belle-mère? Mais pourquoi? Parce que, répondit Alfonso, son sourire s'élargissant, je pense qu'elle mérite une petite leçon sur la façon de traiter les gens avec respect, qu'ils soient riches ou pauvres, influents ou non. Je ne pus m'empêcher de sourire à mon tour. L'idée de voir Dolores recevoir une leçon d'humilité était trop tentante pour être refusée. D'accord, dis-je. Je vais arranger ça. Quelques jours plus tard, je me retrouvai de nouveau à El Celler de Can Roca, cette fois-ci accompagnée de Dolores. Elle avait accepté l'invitation à contre-séure, pensant qu'il s'agissait d'une tentative de ma part pour me racheter après l'incident du dîner. Quand nous entrâmes dans le restaurant, Alfonso nous attendait à l'entrée. Son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Ah, monsieur Mendoza. Quel plaisir de vous revoir, dit-il en me serrant chaleureusement la main. Puis, se tournant vers Dolores, « Et vous devez être madame Castillo de Vega. C'est un honneur de vous recevoir dans notre humble établissement. » Dolores sembla décontenancée par cet accueil enthousiaste. « Merci, balbutia-t-elle. » Alfonso nous conduisit à une table spéciale, située dans un coin tranquille du restaurant. « J'ai préparé un menu spécial pour vous aujourd'hui, annonça-t-il avec un clin d'œil dans ma direction. Alors que nous nous installions, je vis Dolores regarder autour d'elle avec une expression mélangée de confusion et d'irritation. Elle n'aimait clairement pas être prise au dépourvu. Le repas qui suivit fut une véritable expérience gastronomique. Chaque plat était une explosion de saveurs et de textures, présenté avec une élégance qui frôlait l'art. Alfonso venait régulièrement à notre table pour expliquer chaque création, accordant une attention particulière à mes commentaires et réactions. Au fil du repas, je vis l'expression de Dolores passer de l'irritation à la confusion, puis à une sorte d'admiration réticente. Elle ne comprenait visiblement pas pourquoi j'étais traitée avec tant d'égard. Finalement, alors que le dessert était servi, Alfonso s'assit à notre table. « J'espère que vous avez apprécié ce repas, dit-il en nous regardant tour à tour. » Dolores hocha la tête, visiblement impressionnée malgré elle. « C'était exquis, admit-elle. » Alfonso sourit. « J'en suis ravi. Vous savez, Madame Castillo de Vega, nous avons une philosophie particulière ici à El Celler de Can Roca. Nous croyons que chaque client mérite d'être traité avec le plus grand respect, quelle que soit sa position sociale ou sa richesse. » Dolores se raidit légèrement, sentant probablement venir la leçon. « Votre gendre, par exemple, poursuivit Alfonso, est l'un de nos clients les plus appréciés. Non pas à cause de son statut ou de sa richesse, mais à cause de sa gentillesse, de son humilité et de son appréciation sincère de notre travail. » Je vis les yeux de Dolores s'écarquiller de surprise. « En fait, conclut Alfonso, nous considérons que des gens comme monsieur Mendoza sont la vraie richesse de notre société. Il nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille, mais à la bonté de son cœur. » Sur ces mots, Alfonso se leva et nous laissa seuls. Un silence pesant s'installa entre Dolores et moi. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit alors qu'elle digérait cette leçon inattendue. Finalement, elle leva les yeux vers moi. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis une lueur de respect dans son regard. « Carlos, dit-elle doucement, je crois que je vous dois des excuses. » Les jours qui suivirent notre dîner à El Celler de Can Roca furent comme un tourbillon d'émotions et de changements. Les paroles de Dolores, « Carlos, je crois que je vous dois des excuses », résonnaient encore dans mon esprit, comme un écho lointain d'un changement que je n'aurais jamais cru possible. Le lendemain de notre dîner, Elena revint de son voyage d'affaires. Je me souviens encore de son expression confuse lorsqu'elle entra dans notre appartement et me trouva assis sur le canapé, perdu dans mes pensées. « Carlos ? Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant sa valise et s'approchant de moi avec inquiétude. Je levai les yeux vers elle, ne sachant pas par où commencer. Comment expliquer les montagnes russes émotionnelles des derniers jours? Comment lui faire comprendre la cruauté de sa famille, la trahison que j'avais ressentie, et le retournement de situation inattendu? Elena, commençai-je doucement, il s'est passé beaucoup de choses pendant ton absence. Nous devons parler. Pendant les heures qui suivirent, je lui racontai tout.
Le dîner désastreux, l'humiliation publique orchestrée par sa mère, mon appel désespéré à Ravière, la supercherie du critique gastronomique, et enfin, la leçon d'humilité donnée à Dolores par Alfonso. Au fur et à mesure que je parlais, je vis le visage d'Elena passer par toute une gamme d'émotions, choc, colère, honte, et finalement, une profonde tristesse. Carlos, dit-elle finalement, les larmes aux yeux, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais imaginé que ma famille puisse faire quelque chose d'aussi cruel. Je pris ses mains dans les miennes. Ce n'est pas de ta faute, Elena. Tu n'étais même pas là. Elle secoua la tête. Peut-être, mais j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû comprendre à quel point ma mère te méprisait. J'aurais dû te protéger. Nous restâmes silencieux pendant un moment, laissant le poids de ces révélations s'installer entre nous. Puis, Elena se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Ça ne peut pas continuer comme ça, dit-elle fermement. Je ne laisserai plus ma famille te traiter de cette façon. Il est temps que je prenne position. Les jours suivants furent intenses. Elena confronta sa famille, en particulier sa mère. Je n'étais pas présent lors de cette conversation, mais d'après ce qu'Elena m'a raconté, ce fut explosif. « Comment avez-vous pu faire ça ?» avait-elle crié à sa mère. « Carlos est mon mari, l'homme que j'aime. Comment avez-vous pu le traiter avec tant de mépris et de cruauté ?» Dolores avait tenté de se justifier, parlant de protéger la famille, de maintenir leur statut social, mais Elena n'avait rien voulu entendre. « Si c'est ça votre définition de la famille, avait-elle déclaré, alors je n'en veux plus faire partie. » Ces mots avaient eu l'effet d'une bombe dans la famille Castillo de Vega. Antonio, le père d'Elena, avait tenté de jouer les médiateurs, mais le mal était fait. Elena avait pris sa décision, elle prenait ses distances avec sa famille, du moins jusqu'à ce qu'ils acceptent pleinement notre mariage et me traitent avec le respect que je méritais. Cette décision d'Elena eut des répercussions importantes. D'abord, elle refusa l'argent que ses parents lui envoyaient régulièrement, décidant que nous vivrions uniquement de nos propres revenus. Ce fut un ajustement difficile au début, mais cela nous rapprocha encore plus. Nous apprenions à gérer notre budget ensemble, à faire des choix et des sacrifices. Chaque petite victoire financière était célébrée comme un triomphe. Ensuite, Elena prit la décision de quitter son emploi dans l'entreprise familiale. Ce fut peut-être la décision la plus difficile pour elle, car elle aimait vraiment son travail. Mais elle ne pouvait plus supporter l'idée de travailler aux côtés de personnes qui m'avaient traité avec tant de mépris. « Je trouverai un autre emploi », m'avait-elle dit avec détermination. Un emploi où je serais jugée sur mes propres mérites, pas sur mon nom de famille. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Elena passa par des moments de doute et de tristesse, regrettant parfois la rupture avec sa famille. Il y eut des nuits où je la trouvais en larmes, regardant de vieilles photos de famille. Dans ces moments-là, je la prenais dans mes bras, lui rappelant que nous étions forts ensemble, que nous pouvions surmonter cette épreuve. Parallèlement à cela, une chose inattendue se produisit. L'histoire de ce qui s'était passé à El Celler de Can Roca commença à se répandre dans les cercles de la haute société de Barcelone. Au début, ce n'était que des murmures, des rumeurs. Mais bientôt, l'histoire prit de l'ampleur. On racontait comment Dolores Castillo de Vega, la grande dame de la société barcelonaise, avait humilié publiquement son gendre dans l'un des restaurants les plus prestigieux d'Espagne. On parlait de son comportement cruel, de son mépris pour quelqu'un qu'elle jugeait inférieur socialement. Et on racontait comment ce même gendre s'était avéré être un critique gastronomique influent, même si cette partie de l'histoire était basée sur un malentendu, comment il avait été traité comme un roi par le personnel du restaurant. L'effet sur la réputation de Dolores fut dévastateur. Les invitations au gala de charité se firent plus rares. Les amis avec lesquels elle prenait le thé chaque semaine commencèrent à trouver des excuses pour ne pas venir. Même dans les cercles d'affaires d'Antonio, on commença à murmurer que les Castillo de Vega n'étaient peut-être pas les partenaires idéaux. C'est dans ce contexte que, environ 2 mois après l'incident, nous reçûmes un appel inattendu de Dolores. Sa voix au téléphone était méconnaissable, dépourvue de son assurance habituelle. « Et Elena, Carlos, dit-elle, pourrions-nous nous rencontrer ? J'aimerais vous parler. » Elena et moi échangeâmes un regard. Après un moment d'hésitation, nous acceptâmes. Le lendemain,
nous nous retrouvâmes dans un petit café discret, loin des endroits huppés que Dolores fréquentait habituellement. Quand elle arriva, je fus frappé par son apparence. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses vêtements, bien que toujours élégants, n'avaient plus cette ostentation qui la caractérisait autrefois. « Je vous remercie d'être venu, dit-elle doucement en s'asseyant. Il y eut un moment de silence gêné, puis Dolores prit une profonde inspiration. « Je vous dois des excuses, dit-elle, les yeux baissés sur sa tasse de café. Là, vous deux. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. » Elena et moi échangeâmes un regard surpris. Jamais nous n'aurions imaginé entendre ces mots sortir de la bouche de Dolores. J'ai été aveuglée par mon orgueil, par mes préjugés, poursuivit-elle. Je pensais agir pour le bien de la famille, mais en réalité, j'étais en train de la détruire. Elle leva enfin les yeux vers nous, et je vis qu'ils étaient remplis de larmes. Carlos, dit-elle en se tournant vers moi, je vous ai jugé injustement. J'ai vu votre origine modeste comme une tare, sans jamais prendre le temps de voir vos qualités. Je réalise maintenant à quel point j'ai été stupide et cruelle. J'étais sans voix. Jamais je n'aurais imaginé entendre de telles paroles venant de Dolores. Et Elena, continua-t-elle en se tournant vers sa fille, je t'ai fait du mal en essayant de te contrôler, de dicter ta vie. J'ai failli perdre ma fille à cause de mon entêtement. Elena prit la main de sa mère, les larmes aux yeux. Maman. Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite, dit Dolores. Je sais que j'ai causé beaucoup de douleur. Mais j'espère que vous me donnerez une chance de me racheter, de faire les choses différemment. Ce jour-là marqua le début d'un long processus de réconciliation. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, des vieilles habitudes qui ressurgissaient, des mots malheureux prononcés dans le feu de l'action. Mais petit à petit, les choses commencèrent à changer. Dolores fit des efforts pour apprendre à me connaître vraiment. Elle s'intéressa à mon travail d'enseignant, me posant des questions sur mes élèves, sur mes méthodes pédagogiques. Un jour, elle vint même assister à l'un de mes cours, s'asseyant discrètement au fond de la classe. À la fin, elle me dit avec une sincérité qui me toucha, « Je comprends maintenant pourquoi Elena est tombée amoureuse de vous. Vous avez un don pour inspirer les gens. » De mon côté, j'appris à voir au-delà de la façade de femme du monde de Dolores. Je découvris une femme complexe, avec ses propres insécurités et ses propres blessures. Une femme qui, malgré ses erreurs, aimait profondément sa fille et voulait son bonheur. Elena, quant à elle, trouva un nouvel emploi dans une start-up prometteuse. Elle s'épanouit dans ce nouvel environnement, loin de l'ombre de sa famille. Voir sa confiance en elle grandir jour après jour était pour moi une source constante de fierté et d'admiration. Petit à petit, notre vie reprit son cours. Mais elle n'était plus tout à fait la même. Nous avions traversé une tempête ensemble, Elena et moi, et nous en étions ressortis plus forts, plus unis. Nous avions appris que l'amour véritable pouvait surmonter les préjugés, les différences sociales, et même les trahisons familiales. Quant à moi, cette expérience m'avait profondément changé. J'avais appris à tenir tête à l'adversité, à ne pas me laisser définir par le regard des autres. J'avais découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Un soir, alors qu'Elena et moi étions assis sur notre balcon, regardant le soleil se coucher sur Barcelone, elle me demanda, « Si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu quelque chose ?» Je réfléchis un moment, puis secouai la tête. « Non, répondis-je. Aussi difficile que cela ait été, cette expérience nous a rendus plus forts. Elle nous a montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Elena sourit et posa sa tête sur mon épaule. « L'amour, dit-elle doucement. L'amour, confirmai-je. Et la famille. Pas celle qui est définie par le sang ou le statut social, mais celle que nous choisissons de créer, basée sur le respect mutuel et l'affection sincère. » Alors que la nuit tombait sur la ville, je réalisais que j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. La vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en statut social. Elle se mesure à l'aune des relations que nous construisons, de l'amour que nous partageons, et de la force que nous trouvons pour surmonter les épreuves ensemble. Et cette richesse-là, je le savais maintenant, était la plus précieuse de toutes.